Nous allons vous raconter le glorieux et tragique destin de cet homme. Gustave Courbet. Mais pas que ça. Nous allons vous donner une petite leçon d'histoire de l'art afin de vous rappeler qu'au XIXe siècle, Courbet la révolutionne, en dénonce les règles et les explose. Nous allons vous raconter Courbet l'insolent. Mais pas que ça. Dans l'œuvre de Courbet, un tableau a un destin totalement à part. Un tableau qui vécut hors de France pendant 119 années. Ce chêne, c'est l'histoire de ce film. Mais pas que ça. Ce tableau de Gustave Courbet revient aujourd'hui au pays. Un tableau totalement physique, emblématique, énigmatique, hypnotique. Le chêne de Flagey est peint par Courbet au sommet de sa vie. Il a 45 ans, il rayonne. Cette œuvre, preuve de l'attachement viscéral de Courbet à ses origines franc-comtoises, retrouve ses racines et se réimplante dans sa ville natale grâce à une mobilisation générale, un appel aux dons qui a permis le rachat du tableau. Voilà, le film, c'est aussi ça. L'histoire d'une étonnante souscription qui révèle les liens fusionnels unissant Gustave à des admirateurs courbetophages, courbetologues, courbetophiles, souvent très inattendus. Bonjour, Marie-Cola. Alors bon, ça y est, c'est prévu, je viens récupérer le tableau. Oui, eh bien écoutez, le voici. Je sais déjà où je vais le placer à la maison. C'est un coup de cœur de mon mari. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour d'un homme? Au revoir. Au revoir. Je ne suis pas une riche héritière. Je viens d'un milieu modeste. Les musées, je ne les ai pas fréquentés avec mes parents. J'ai pas eu dans l'enfance beaucoup de temps ludique. Il y a des jeunes qui mettent des posters au mur. Moi, j'ai pas connu ça. Et maintenant, c'est Courbet. Voilà. On arrive dans mon village, les habitants ne peuvent pas imaginer ce qui se passe dans cette maison. C'est notre jardin secret à Bernard et moi, ce qui se passe au premier étage. Marie-Cola travaille depuis qu'elle a 14 ans. Ses parents sont des immigrés italiens arrivés dans le Jura pour trouver du travail. Bernard Cola et Gustave Courbet ont un point commun, la peinture. Plus précisément, concernant Bernard, le bâtiment. Bernard et Marie-Cola s'aiment. Bisous. Ils habitent à quelques kilomètres de Besançon et d'Ornans, la ville natale de Gustave Courbet. Bernard et Marie travaillent ensemble dans le bâtiment. Le ciment de leur couple, c'est Courbet. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est douce, hein? Je trouve que qu'est-ce qu'elle est douce. Puis ce bleu, ah moi j'aime beaucoup ce ruban bleu. On dirait presque qu'on voit que ça dans le tableau. Mais tu sais, Courbet, il allait au musée du Louvre pour s'inspirer. Et il a dû s'inspirer de Vermeer, à mon avis. Toi, tu parles du nœud qui t'attire dans ce tableau, mais moi c'est pas ça. Moi je vois cette bouche. Regarde la bouche. Elle est rouge, pulpeuse, elle est généreuse. Courbet est arrivé dans notre vie, à Bernard et moi, par accident. Au cours d'un voyage, nous avons découvert un tableau de Courbet. Je suis tombée amoureuse de ce tableau. Le problème, c'est l'acheter
Une idée, j'arrive à convaincre mon époux et nous empruntons. Tout ce qui concerne Courbet, je veux l'acheter. Des gravures, des lithographies, des photos, des anciens magazines du 19e siècle, tout m'intéresse. Une caricature de Gilles. Champfleury, un ami également de Courbet. Tout ça, c'est des originaux. Alors ça, c'est Proudhon, c'est un ami de Courbet également. Courbet m'a grandi intellectuellement, culturellement, artistiquement. J'ai une évolution personnelle qui a été rendue possible grâce à la proximité de Courbet. J'aime particulièrement l'œuvre Les casseurs de pierre parce que mon grand-père, il était casseur de pierre. Nous avons là tout un monde de la pénibilité, du travail, de la pauvreté, on peut dire. Ce qu'il a décrit à travers ces tableaux est encore aujourd'hui d'actualité. Tout ce qui me rapproche de Courbet, c'est aussi un rapprochement avec Marie. C'est un peu notre, entre guillemets, notre bébé, notre enfant. Ah. Eh bien Marie, on va la mettre là, c'est le tableau, si tu es d'accord. Oh, mais quelle belle journée. Oh. Ils sont ici, dans notre chambre, parce que la première chose que je veux voir en me levant le matin, c'est Courbet. Un tableau de Courbet. Ça me donne du baume au cœur et le soir, en m'endormant, avant de fermer les yeux, c'est sur un tableau de Courbet. Quand je regarde un tableau de Gustave Courbet, j'entends ce tableau. C'est-à-dire que la nature, j'entends le vent. La l'eau, je l'entends couler. La détresse des gens qui travaillent, j'entends, je les sens fatigués, harassés. Une femme allongée en position lascive, je ressens sa détente. Je la vis, cette peinture. Je la sens à travers moi. Vous savez, la première chose que je vois à mon réveil, juste après mon mari, c'est elle, cette femme nue, que je trouve magnifique. Elle a des seins magnifiques, un buste magnifique. Combien il y a de femmes qui voudraient avoir aujourd'hui des seins comme ça? Il n'y avait pas de chirurgie à cette époque-là. Hein. On descend, on descend. Elle a des cuisses généreuses. Elle ne répond pas aux critères, on va dire, qu'on voit actuellement des top modèles. Loin de là. Hein. On descend, on descend. Elle a les pieds sales. Elle a une infirmité. C'est un pied beau. Il a peint ce qui était aussi tabou. On ne montrait pas ces choses-là dans les tableaux. Il fallait que les femmes soient belles comme maintenant les magazines. Eh bien non, il a peint ce pied. Voilà. Il aurait pu le cacher avec un bout d'étoffe. Ben non, il l'a peint et il a bien fait. Ça se trouve, cette jeune fille, lorsqu'elle est assise,
Il y avait des garçons qui avaient envie de l'inviter à danser, puis quand elle se levait pour danser, tout retombait. Elle a dû en souffrir. Il a peint tout ça. Dans une même personne, il y a de la beauté, il y a des disgrâces physiques, mais la vie, elle continue, et la vie, elle est faite de ça. La première fois que j'ai vu le chêne de Flagey, c'était au Grand Palais, à une rétrospective sur Gustave Courbet. Et ce tableau, à l'époque, appartenait à un milliardaire japonais. Et je ne comprenais pas ce que ce tableau, le chêne de Flagey, faisait au Japon chez ce milliardaire. Quand nous avons appris qu'il y avait une souscription pour l'achat du chêne, pour nous c'était évident qu'on adhère, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Le retour du chêne dans ses racines. La souscription fait de nous des gens très heureux d'avoir participé au retour d'une œuvre majeure. Et quelque part, quand je vais au musée d'Ornans, que je regarde le chêne de Flagey, je vois quelques feuilles du chêne qui brillent un peu plus que les autres parce qu'elles correspondent à notre modeste participation. Qu'est-ce que tu me fais là encore? Écoute, je trouve que ça fait un petit moment que ça n'a pas bougé. Oui, mais celui-là, fais attention, c'est un gros celui-là. Oh non, mais écoute, ça fait un moment qu'on n'a pas changé. Là, moi, tu sais, moi, au bout d'un moment... Et puis, on va faire comme ça. Viens voir là ce que ça donne. Parce que... Ok, écoute, non, pourquoi celui-là? Écoute, tu fantasmes là-devant. Celui-là? Non, et puis on verra bien. T'as un autre? Mais moi aussi je les aime. Oui, Je les aime, mais j'ai l'impression que tu es un peu jalouse là. Maintenant, tu me mets le paysage. T'as une blonde, une brune dans ta chambre. Tu peux demander de plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu t'as vois, raison. hein. Bon. La Franche-Comté, blottie, coincée contre la Suisse. Voisine de l'Alsace, dont l'histoire chaotique a occulté celle douloureuse de la Franche-Comté, plusieurs fois aliénée au cours de son histoire. Occupée, vendue, trahie, délaissée. La Franche-Comté a été humiliée et isolée, comme l'a été Courbet à la fin de sa vie. Les cicatrices sont souvent indélébiles et les blessures tenaces, mais la reconnaissance récente de Courbet permet une dignité retrouvée aux Francs-Comtois. La gloire de Courbet estompe leurs cicatrices, pensent les blessures. Avec ses œuvres, Courbet tend au monde le miroir qui reflète ses origines. En souscrivant au rachat du chêne de Flagey, les Francs-Comtois s'offrent les plus beaux reflets de ce miroir. Ce que je vois dans ce chêne, avec cette lumière particulière irisée derrière l'arbre, ce que je vois d'abord, c'est Courbet lui-même. Courbet, enraciné dans son pays. On imagine en regardant cet arbre que si on venait à le déraciner, il mourrait immédiatement. Et vous voyez la vitalité de cet arbre, une vitalité telle qu'il en déborde du cadre. Eh bien, moi, Courbet, je le vois ainsi. Courbet, qui est inscrit au Panthéon, il est en même temps l'un des nôtres. Et c'est ça, ça nous rend fiers. Vous comprenez ? Claude Jeannereau, sénateur du Doubs, a compris que grâce à une souscription, il trouverait l'argent qui pourrait lui permettre de réimplanter le chêne en son pays et d'asseoir davantage les liens qui l'unissent déjà à ses électeurs. Le dossier de la souscription ficelé,
Restait à convaincre le milliardaire japonais de vendre le tableau tant convoité. Pour convaincre le vendeur japonais, je ne lui ai donné qu'un seul argument. Je lui ai dit, cette toile, le chêne de Flagey, appartient à la Franche-Comté. Elle a un lien indissoluble avec ce territoire. D'ailleurs, lui-même m'a montré sur son bureau un bocal qui contenait de la terre de Flagey qu'il avait lui-même rapporté à l'occasion d'un récent voyage en France. C'est qu'il avait compris que ce chêne, il avait un lien indissoluble avec sa terre d'origine, la terre de Flagey, la terre de Franche-Comté. Il a fallu presque un an pour réunir la somme d'argent nécessaire. Alors, d'aucuns m'ont fait observer que le prix du tableau était un argument décisif qui aurait dû me conduire à abandonner cette idée. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la culture dans cette période de crise. C'est une respiration de l'âme, plus que jamais nécessaire, mais au-delà, elle provoque et elle permet du développement économique au bénéfice des Francs-Comtois. Au XIXe siècle, la France se cherche, se déchire, saigne beaucoup. La France tente de quitter la monarchie et essaie d'inventer la République pour laquelle Courbet se bat. À la Commune, en 1871, Courbet est élu de Paris. Il représente même officiellement le monde de l'art. Mais la démocratie de l'époque vacille, explose, tombe et fait tomber Courbet avec elle. Le communard Courbet est enfermé 6 mois dans la prison parisienne de Sainte-Pélagie. Condamné, l'ogre a fini à terre hors de la Sienne, exilé en Suisse, pour ne jamais revenir. La France d'aujourd'hui célèbre Courbet. Si elle rachète le chêne, c'est peut-être aussi pour se racheter. Mon exil a commencé en 1873 en Suisse. Ça a été une période très dure pour moi. J'ai connu le désespoir. J'ai été mis la tête dans l'eau et je n'arrivais plus à en sortir. J'ai d'ailleurs un peu exprimé ce sentiment à travers un tableau. La truite prise au bout d'un fil, le hameçon dans la gueule ouverte, hors de l'eau et qui est en train d'agoniser. Cette truite m'a permis d'imager mon désespoir, d'imager ma souffrance. À une dizaine de kilomètres de la vallée d'Ornans, la famille paternelle de Gustave Courbet possédait des terres sur le plateau de Flagey, comme les Duchesne, pépiniéristes à Flagey de père en fils. Je m'appelle Duchesne, je suis pépiniériste, je produis des chênes, je vends des chênes. Je suis à proximité de l'endroit où était le gros chêne peint par Courbet, alors je suis forcément lié à Gustave Courbet et à son histoire. Je m'appelle Vincent Duchesne, je suis pépiniériste, je cultive des chênes et c'est ici que Gustave Courbet a peint son chêne. J'ai souscrit au tableau de Courbet et je pense en avoir un petit morceau. Et je vais vous dire, il y a dessus, vous savez, il y a un chien qui poursuit un lièvre. Alors le lièvre, c'est à peu près le lièvre. J'ai une petite partie du lièvre, les oreilles, qui m'appartiennent. Quand je vois le chêne de Flagey, en fait, je vois le chêne de l'impossible. Je suis pépiniériste, je connais les chênes, je les fais pousser. Et
Ce chêne-là est tellement imposant, tellement irréel, qu'on a l'impression qu'il n'a pas pu exister. Ce que je retiens, ce que m'a appris mon père sur Courbet, c'est que c'était un homme original. Je pense que c'est la première des choses. Il vivait sa vie comme il avait envie et personne ne lui dictait. J'ai étudié le caractère de Courbet, surtout en lisant sa correspondance. Il était très anticonformiste, mais bon, ça ne me dérange pas parce que ça va avec l'artiste. Je ne vois pas si c'était quelqu'un de bien rangé, ça ne serait plus Gustave Courbet. Moi, j'ai toujours été droit dans mes sabots et j'ai toujours retenu la phrase que me disait mon grand-père maternel qui était « crie fort et marche droit ». J'aime particulièrement un tableau de Courbet, c'est la sieste à la saison des foins. On y retrouve les gens qui ont travaillé, qui se reposent, et les animaux. Ce tableau, on pourrait le refaire aujourd'hui, parce qu'il y a toujours les foins, il y a toujours des gens qui vont faire la sieste, et il y a toujours les animaux, et il y a toujours les arbres. Dans les tableaux de Courbet, tous ces paysages sont la plupart de Franche-Comté et de la région ici, de Flagey, d'Ornans. Et ceci m'a beaucoup touché parce qu'on retrouve exactement les paysages qu'on a encore aujourd'hui, nos plateaux, nos vallées, nos rochers, nos ruisseaux, nos sources. On peut dire qu'il est actuel. Dis papa, en fait, il y a plein d'histoires sur Courbet, mais en fait il est né où? Il est né ici, il est né à Ornans, on ne sait pas trop finalement. Alors, si tu veux, Courbet, il y a plusieurs endroits où on dit qu'il est né, mais il est né très probablement entre Flagey et Ornans. Elle est imperturbable, indifférente aux turpitudes de l'humanité. Elle ne laisse personne indifférent. Elle attire, elle fascine, elle intrigue, depuis toujours la source de la Loue envoûte. Cette grotte est une résurgence. Nul ne sait vraiment où naît la Loue, rivière ombilicale qui lie Courbet et les Francs-Comtois à leur région. Régulièrement, hypnotiquement, obsessionnellement, Courbet, depuis son adolescence, l'observe, la peint, plusieurs fois. À quelques vallées du plateau de Flagey et d'Ornans, la Loue surgit ici, après s'être cachée pendant des kilomètres au sein même de la montagne. On ignore le lieu de son origine. Le mystère de la naissance de la Loue ne préfigure-t-il pas un autre mystère, celui de notre naissance, celui de notre existence ? Dans les écoles du monde entier, ce tableau est au menu de l'histoire de l'art. La Loue coule et recoule entre plateaux et vallées, hameaux et villages. À 15 km de sa source, elle dodeline entre les jambes du musée Courbet à Ornans. Le musée est la réalisation du rêve d'une des sœurs de Gustave, Juliette, qui voulut un musée pour son frère, musée né bien au-delà de sa mort. Le musée Courbet rayonne grâce à cette femme, Frédérique Thomas Morin, directrice du musée Courbet. Encourbettisée depuis 25 ans,
Frédéric débuta sa carrière au musée des Beaux-Arts de Besançon, qui possède des œuvres de Courbet qu'elle connaît intimement. Je crois que j'ai eu de la chance de rencontrer Courbet. Oui, ça, c'est dans ma vie, c'est quelque chose d'important. Il a une très belle phrase que je cite mal, mais qu'il écrit à son ami Proudhon, où il dit que, en fait, il faudrait qu'aucun homme ne puisse jamais être humilié par la pauvreté. Et ça, je trouve ça magnifique. Il n'est pas contre les riches, mais il est contre la pauvreté, la misère. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je lis quasiment quotidiennement sa correspondance, et dans chacune de ses lettres, il n'y a pas un moment où il ne soit pas révolté, en lutte contre quelque chose qu'il trouve injuste ou des choses qu'il souhaite combattre. J'imaginais pas à quel point de fréquenter Courbet quotidiennement allait pouvoir influencer ma propre façon de me comporter avec les autres. Il y a une vraie caractéristique en Franche-Comté, un esprit de liberté, grande indépendance, des qualités d'authenticité qu'on retrouve dans la peinture de Courbet et qui sont bien réelles aujourd'hui. La Franche-Comté, c'est aussi la terre de ce qu'on appelle les socialistes utopiques, dont Courbet était très proche. Et ça, c'est resté extrêmement encore présent dans le caractère franc-comtois. Donc je pense qu'il y a une identification. On est proche de Courbet, on se sent derrière lui, prêt à défendre les idées qu'il a défendues. Je pense que Courbet fait partie d'un inconscient collectif, et on parle de Courbet comme si c'était notre voisin, notre ami, notre cousin. Bien sûr, j'ai souscrit pour l'acquisition du chêne de Flagey. C'est un tableau magnifique, hein. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'il soit revenu en France. Le jour où le tableau est revenu à Ornans et où il a été présenté aux souscripteurs, c'est un jour qui restera éternellement dans ma mémoire parce que c'est vraiment un jour très émouvant. Toutes les personnes qui étaient là, qu'elles aient souscrit de toutes petites sommes ou des sommes très importantes, tous étaient animés par la même émotion devant cette œuvre. Et quand les personnes, qui étaient très nombreuses, arrivaient dans la salle, tout d'un coup, il y avait un silence. Tout le monde regardait sans dire un mot. Une sorte de moment de communion entre beaucoup de personnes très différentes, mais qui s'étaient retrouvées autour d'une œuvre d'art. On m'avait donné des cours à Besançon, on m'avait dit de moi que j'étais un élève médiocre. J'ai voulu prouver que bel et bien j'étais un grand peintre. Et je suis monté à Paris et je suis rentré dans le milieu parisien des peintres comme un boulet de canon pour pouvoir encanailler l'art. Courbet, pour moi, c'est un peintre capital dans l'histoire de l'art. Je pense qu'il est aussi important que Picasso. Parce que comme lui, il casse les codes de la peinture, mais aussi les codes sociaux. Le peuple entre dans l'art grâce à Courbet. Jusque-là, on représentait des sujets mythologiques, religieux ou des grandes scènes historiques. Mais on n'accordait absolument pas une telle importance à des événements de la vie quotidienne. Il peint un tableau qui représente en fait un repas où on voit son père qui fume tranquillement sa pipe autour d'une table, son ami violoniste qui joue un morceau de musique. Et ça, c'est vraiment une scène complètement quotidienne. Et il donne à cette scène des dimensions très, très importantes.
À 5 687 400 coups de rame de Besançon, soit 20 minutes en voiture, Ornans. Ornans, bourgade paisible et industrielle, sur les toits desquels s'accroche le froid de l'hiver et se fracasse le chaud de l'été. Toits sous lesquels on parle du temps qui passe, des voisins, de l'économie difficile, de virer en VTT et du monde que l'on voit passer à la télévision. Ornans a souscrit pour le rachat du chêne de Flagey à hauteur de 41 280 €, soit 10 € par administré. Une idée à couper le souffle du maire d'Ornans, Jean-François Longeau. Le maire, de droite, soutint inconditionnellement la souscription, initiative venue d'un responsable politique de gauche. Courbet a réussi à abattre, pas son chêne, mais les clivages politiques. Parmi les 4128 Ornanais, un habitant sort de sa vie quotidienne de façon très originale. Ça, c'était la vie d'avant de Christophe Thiébaut, qui a commencé dans les égouts avant de devenir le Merlin d'Enchanteur d'Ornans, le directeur des services techniques de la ville. Lorsqu'il revient chez lui, il n'est jamais seul. Christophe Thiébaut vit avec lui. Gustave Courbet, dont la vie et les œuvres remplissent les jours, les murs, les nuits et les songes, et sa passion. Christophe détourne, assemble des tableaux de Courbet pour ses propres créations. En travaillant sur les œuvres de Courbet, pour moi c'est un échappatoire. Quand je m'installe à 21h sur mon ordi, on oublie les difficultés de la journée et on retrouve un équilibre en créant et en se surpassant. Gustave Courbet fut jeune et ambitieux, réfléchi et décidé, triste, voire blessé, mature et songeur, mûr et séducteur, effrayé, désespéré. Ainsi fut Courbet, ainsi le voit Christophe Thiébaut, qui se livre aussi à travers ce montage d'autoportrait que Courbet a réalisé au fil de sa vie. Les gens ne peuvent pas s'imaginer que la personne qui travaille au service technique de la ville d'Ornans puisse faire des choses de ce type. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est bien de faire des choses sur Courbet, mais il faudrait passer à autre chose peut-être. Mais je n'ai pas trouvé cette autre chose. Je continue. La source d'inspiration est énorme. Quand par exemple j'invente les 4 saisons à partir du chêne de Courbet, je n'ai pas la sensation de trahir ce qu'a voulu faire le peintre. Tout est du Courbet. Les personnages, tout ce qui est rajouté vient de tableaux différents de Courbet. J'ai raté ma vie amoureuse. J'aurais pu fonder une famille. J'ai connu Virginie Binet, avec laquelle j'ai eu un enfant qui est parti dans le Nord, à Douai, avec celui-ci que je n'ai pas connu malheureusement. Je regrette un peu cette attitude que j'ai eue à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas reconnu et j'aurais peut-être dû le faire. Avec les années, maintenant, je me dis que c'était une grosse erreur. J'ai fait une composition avec L'homme blessé, Les amants dans la campagne et le petit garçon qu'il y a dans les cribleuses de blé. Le petit garçon qui était l'enfant de Gustave Courbet et qui l'a perdu quand sa compagne est partie avec le petit garçon. Cette composition reprend la vie de Courbet et indirectement un petit peu ma vie aujourd'hui. Ce que je vis depuis quelques années sentimentalement avec une femme qui habite à 3000 km d'ici, cet éloignement, cette attente, rejoint un petit peu ce qu'a pu ressentir Gustave Courbet. Le bénéfice, lorsque je vends une œuvre, ça me permet aussi de pouvoir prendre un billet d'avion, d'aller se ressourcer,
vers l'être que l'on aime. Mais il faut toujours avoir cette souffrance, entre guillemets, qui va être la source de la future composition, de la future création. Lorsque Courbet peint son chêne, la photographie a été inventée depuis une quinzaine d'années. Courbet ne peut pas ne pas avoir vu les photographies qui chahutent l'histoire de l'art. Du temps de Gustave, un autre Gustave triomphe, Gustave Legray, photographe légendaire de l'époque. Les deux Gustaves chassent sur les mêmes terres, dont celle de la nature. À chacun son arbre. Le chêne de Courbet a été peint comme s'il avait été photographié, comme si Courbet avait placé un appareil photo en hauteur, au niveau même de la naissance de la ramure de l'arbre, de l'embranchement du chêne. L'arbre est si présent, si précis, que Courbet semble avoir laissé l'obturateur de l'appareil photographique ouvert longtemps. Il offre à l'arbre un temps d'exposition tel qu'il permet au chêne d'entrer dans l'appareil, d'atteindre l'œil du photographe, de traverser sa pupille, d'impressionner sa rétine. Et le chêne atteint son objectif. Il possède celui qui le regarde. Courbet a rendu éternel le chêne qu'il a peint comme une photographie rend éternel ce qui a été photographié. En achetant des parcelles du chêne de Courbet, les souscripteurs ne se sont-ils pas offert un brin d'immortalité ? Bon, le paradis c'est un peu haut. Si nous redescendions sur terre, enfin, sous terre. Pascal Rélé est né au bord de l'eau, là où naquit et vécut Gustave. Leur maison est devenue le musée Courbet. Adolescent, Pascal a fréquenté les mêmes grottes, les mêmes rivières que Courbet. Gustave les a peintes, Pascal les étudie. Leur enfance et adolescence ont suivi les mêmes méandres, pris le même chemin. J'ai vécu avec l'œuvre de Courbet, j'ai lu les œuvres de Courbet, j'ai été élevé dans la même maison, dans la même rue, au bord de la même rivière. On a véritablement une identité équivalente. Je suis quasiment un enfant de Courbet. Quand je suis venu ici, adolescent, après 30 minutes d'exploration à l'intérieur de cette grande cavité, qui fait plus de 500 mètres de longueur et qui descend à moins 30 mètres sous la surface de la Terre, eh bien, quelle n'a pas été ma grande surprise de découvrir la signature de Courbet. 150 ans avant moi, Gustave Courbet était venu dans cette cavité. Ce que Courbet venait chercher ici, j'imagine, c'est comme moi, c'est le défi, c'est la volonté d'aller dans un monde mystérieux. Courbet peint les falaises d'Ornans. Cet appel au vide. On sent la peur, l'appel, la mort, des éléments forts qui vont construire en fait l'enfance de Courbet, la mienne, ce rapport que l'on a avec le vide, le danger. Courbet connaissait très bien la nature, le milieu naturel, de par sa proximité avec Jules Marcou, le géologue. Et l'ensemble de ses œuvres vont reprendre en fait tout le sens et l'expertise que Jules Marcou lui a donné.
Gustave. Courbet. Courbet. J'aime la nature. Elle me permet de me retrouver. Elle me permet aussi de mieux comprendre les hommes. Je ne l'ai pas fréquentée pour pouvoir fuir les hommes, bien au contraire. En étant dans la nature, je les comprends mieux, je les devine, je les découvre. Le cadrage avec le caillou. Si tu te mets là, tu as les cailloux qui sont au milieu du champ, enfin, au milieu du... Ici, au bord de la Brème, enfant, adolescent, je venais comme Courbet. Pour venir ici, il me faut 2 heures de marche depuis la ville. Donc ce que j'aimais, ce que Courbet aimait, c'était venir dans ces endroits de solitude, loin de la famille, loin de la ville, avec cet élément naturel qui deviendra en fait un de ses plus grands tableaux. Ici, comme vous le voyez, nous avons la lumière, l'ombre, et comme Courbet, nous sommes attirés par ces éléments qui sont à la fois la peur, l'effroi, pour cette ombre, ces grottes que l'on devine, et puis cette lumière qui va en fait émerveiller l'ensemble de ce paysage entre rochers et eau. Je pense que je regarde les tableaux de Courbet en ayant une grande nostalgie de mon enfance. Cette enfance où l'on courait dans ces ruisseaux. Courbet a pris une photo de mon enfance, mais également de la sienne et de son adolescence. Pascal Vaubourgex. Avant de devenir pilote de camion, Pascal était ébéniste dans le nord de la France et le Jura surgit dans sa vie. Les paysages jurassiens coulent désormais dans le sang de Pascal comme ils coulèrent dans celui de Gustave. Ce que j'ai découvert en fréquentant Courbet, c'est qu'on avait une même passion par rapport au paysage. C'est que lui, on a dessiné énormément. Et moi, j'ai pu, dans ce cas, j'ai pu en voir aussi énormément. Et c'est très agréable. On essaie parfois, en passant à certains endroits, j'essaie d'imaginer ce qu'aurait pu en faire Courbet. Courbet était quelqu'un de bien. Moi, je pense qu'on aurait pu être super copains, aller faire des balades ensemble, se balader dans les champs, aller près du chêne. Ce que j'aime chez Courbet, c'est sa franchise, son engagement et sa parole. Alors, à mon avis, après avoir potassé la bio de Courbet, je pense qu'il a été influencé par son grand-père maternel, Jean-Antoine Oudot, je crois, qui était quelqu'un qui était anticlérical, révolutionnaire à son époque. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien, parce qu'une religion, pour moi, c'est pas une force politique.
Et ce que je trouve génial, c'est de voir que les prêtres qui reviennent d'une conférence reviennent comme des hommes normaux. C'est-à-dire qu'ils sont très éméchés, en fait ils tombent d'un piédestal. Ce que j'apprécie vraiment chez Courbet, c'est ça, c'est qu'il peint les hommes comme ils sont, sans fioriture, sans vraiment de mise en scène. Et c'est ce côté authentique que j'apprécie chez lui. Ce que j'apprécie dans la peinture de Courbet, c'est le fait qu'on rencontre des gens qu'on peut croiser tous les jours. Il dessinait le peuple, il dessinait la vie comme on peut tous la côtoyer. C'était pas une élite qui était représentée. Je trouve ça vraiment super, quoi. Vraiment une photographie, un instantané des vies antérieures qu'on pourrait retrouver de nos jours. J'ai toujours aimé le théâtre et le cinéma. Et à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire du théâtre amateur. Et un jour, on m'a proposé, en tant qu'amateur et dans un spectacle amateur, le rôle de Courbet, que j'ai pu interpréter. Le fameux chêne de Flagey. Courbet le nomma à sa création le chêne de Vercingétorix. Vercingétorix, libérateur, qui sauva le pays gaulois de la domination du dictateur romain César lors de la bataille d'Alésia. Il y a le feu entre Napoléon III et tant d'autres, dont Courbet. Entre eux, c'est la guerre, et tout est bon pour s'opposer. Alors que Napoléon III officialise la localisation de la bataille d'Alésia en Bourgogne, Courbet décide de la situer à Flagey, près de son chêne. En 1864, lorsqu'il peint son chêne, Courbet considère que Napoléon III opprime la France comme César l'a asservi 2000 ans plus tôt. Son tableau est donc un bras d'honneur à Napoléon III. En rendant hommage au résistant Vercingétorix, Courbet s'auto-célèbre aussi. Vercingétorix, Courbet, même combat. À bas l'oppression. Gustave Courbet aurait pu choisir de peindre un pin, un bouleau ou des rhododendrons. Mais il a choisi de peindre un chêne, arbre symbole depuis toujours de la justice et de la paix. Son chêne de Flagey est devenu un hymne à la résistance. Si le chêne de Courbet a trouvé un profond écho auprès des souscripteurs, c'est peut-être parce qu'en devenant copropriétaires du chêne, ils deviennent aussi un peu militants des droits de l'homme. C'était l'histoire de 1500 souscripteurs qui ont conduit à ce qu'un tableau reste à jamais dans son pays. D'autres souscriptions ont permis l'achat d'œuvres. Malgré des temps difficiles, ces appels à la générosité sont entendus. Quoi ? Tu étais là ? Mais enfin, je suis là depuis le début du film. Tu fais une de ces têtes ? J'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu ?